Mesdames et messieurs, bonjour. 5 ans après, nous revenons pour vous parler dans cette émission spéciale de la pandémie de Covid-19 qui s'était déclarée dans le monde, en Chine, dans la ville de Wuhan. Cette pandémie avait fait plusieurs milliers de morts et le Congo n'était pas épargné. Pour ce spécial, mesdames et messieurs, je serai accompagnée du médecin lieutenant de police Dunyama Delisa Lafleur. Bonjour mon lieutenant. Bonjour Madame Bamana. Nous ouvrons cette émission par ce dossier qui rappelle l'historique de l'épidémie et les dispositions prises par le gouvernement pour lutter contre la maladie. Voici pour vous ce commentaire de Emar Bouka. Cette forme de couronne, portant plusieurs pointes sur sa surface, est le coronavirus. Une épidémie qui avait éclaté en décembre 2019 dans la ville de Wuhan en Chine, à l'intérieur d'un marché de vente d'animaux en gros. Dans la tradition culinaire chinoise, on préfère souvent acheter des animaux vivants car la chaîne de froid ne peut pas toujours être garantie. Sur ces marchés, on trouve aussi bien des animaux domestiques que les espèces exotiques. Ils sont capturés dans la nature ou alors élevés dans les fermes. Pour les chercheurs, l'animal intermédiaire ayant contaminé l'homme serait le pangolin. Cependant, les animaux domestiques ne peuvent pas être exclus de la chaîne de contamination. Le 23 janvier 2020, le virus avait obligé les autorités chinoises à boucler cette ville de 11 millions d'habitants, poumon économique du pays. Le monde découvrait alors l'ampleur de la menace et apprenait que le marché de gros avait été fermé à la hâte par les autorités, car c'est là que tout aurait commencé. Une étude chinoise va établir que les 3/4 des patients hospitalisés à Wuhan étaient des vendeurs et des clients du marché. Un lieu très fréquenté à l'hygiène contestable. Très vite, avec la rapidité de la contamination du Covid-19, l'Organisation mondiale de la santé, OMS, va déclarer cette épidémie en pandémie, sa propagation ayant atteint tous les continents. En République du Congo, la gravité de cette pandémie avait vite poussé le gouvernement à prendre la situation à bras-le-corps en prenant des dispositions drastiques et conservatoires. C'est ainsi que le 28 mars 2020, Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, avait prononcé un discours assorti des décisions nécessaires et urgentes à la riposte de la maladie, notamment la mise en place de la coordination nationale de gestion de la pandémie, la task force, le comité technique national de riposte et le comité d'experts. Après avoir consulté le président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale, le Premier ministre chef du gouvernement, le président de la Cour constitutionnelle, le président de la Cour suprême et des éminents scientifiques, je décide, en votre nom à vous tous, pour les 30 jours à venir, avec effet à compter du mardi 31 mars 2020, ce qu'il suit. L'instauration dans notre pays de l'état d'urgence sanitaire, le confinement à domicile de l'ensemble de la population, à l'exception de ceux qui travaillent à la fourniture des biens et services indispensables. L'interdiction de la circulation sur l'ensemble du territoire national, à l'exception des déplacements jugés essentiels. La fermeture de tous les lieux de vente autres que ceux des aliments et des produits essentiels
la régulation des ventes sur les marchés domaniaux, la mise en place d'un couvre-feu de 20 heures à 5 heures du matin, la mobilisation générale des forces de défense et de sécurité afin de faire respecter sans faille l'ensemble de ces décisions, la création d'un Fonds national de solidarité pour le soutien des entreprises, la compensation des pertes de revenus des actifs et l'aide aux personnes vulnérables. Ce fonds doit mobiliser au moins 100 milliards de francs CFA courant avril 2020. Le Covid-19 a bouleversé, sans prévenir, la vie internationale. Il ébranle la vie sociale dans tous les pays. Il a désorganisé l'économie mondiale, mis un coup d'arrêt brutal à la mondialisation et menace de plonger toutes les économies nationales dans la pire des récessions. Le Covid-19 est désormais le principal ennemi à combattre et à vaincre. Juste après le discours du président de la République, l'état d'urgence sanitaire était décrété à travers le décret numéro 2020-93, ce qui avait conduit à une implication intense et soutenue du Parlement, convoqué quasiment tous les 20 jours par la reconduction de cette mesure majeure. Au total, du 20 avril 2020 au 20 juillet 2022, des députés et sénateurs congolais y avaient statué en 36 sessions ayant débouché sur la promulgation de plusieurs textes de loi. Pour les populations vivant à Brazzaville et à Pointe-Noire, les différentes mesures avaient un impact considérable sur les personnes les plus vulnérables. Le choix du gouvernement a donc été d'apporter un soutien socio-économique à des catégories des travailleurs des emplois journaliers et payés à la tâche. Sur le plan économique, du fait de cette pandémie, le monde enregistre une hausse historique du chômage devant les pertes massives d'emplois dues à l'ampleur inédite des fermetures d'entreprises. À ce propos, le gouvernement a créé le Fonds national de solidarité sous forme d'un compte spécial de trésor qui est inscrit dans le projet de loi de finances rectificative pour un montant de 100 milliards de francs CFA. Pour amorcer la mobilisation de cette ressource, les contributions de généreux donateurs ont permis de recueillir à ce jour 2 milliards 584 millions 36 000 francs, répartis comme suit. Fonds Covid-19, 1 milliard 124 millions de francs CFA. Fonds national de solidarité, 1 milliard 460 millions 36 000 francs CFA. Tout en remerciant ces derniers, j'annonce que, pour sa part, l'État vient de faire un apport de 50 milliards de francs CFA au Fonds national de solidarité. Mes chers compatriotes, le tableau ainsi décliné nous impose de consolider notre action contre le Covid-19
afin d'anéantir la chaîne meurtrière de propagation. Le gouvernement a reçu mes instructions pour examiner, après l'adoption du collectif budgétaire, la possibilité d'apporter une aide directe aux entreprises et aux acteurs maîtrisés du secteur informel se trouvant dans des situations financières critiques. Dans le domaine social, je réitère mes directives au gouvernement pour organiser des transferts monétaires au profit de 200 000 ménages les plus vulnérables, dont 100 000 à Brazzaville, 60 000 à Pointe-Noire et 40 000 dans les autres départements. La somme totale allouée s'élève à 10 milliards de francs CFA. Une période difficile et très mouvementée. À l'approche du couvre-feu, l'heure est grave, disait-on. Cette expression, devenue de plus en plus commune et populaire dans la bouche des Congolais, se traduisait par une atmosphère particulièrement chaude à travers l'intensification de la circulation routière et piétonne, car il fallait s'empresser pour être chez soi avant 20 h, l'heure du début du couvre-feu. Chers téléspectateurs, comme vous avez compris que cette question a été traitée au plus haut niveau de l'État, aussi la force publique a fortement contribué dans la mise en œuvre des décisions arrêtées par le gouvernement. Comme nous le rappelle le colonel Nizier Christian Kodia des Forces armées congolaises, nouveau directeur central de génie, à l'époque rapporteur officier de liaison de la commission sécurité du comité technique de riposte à la pandémie et travaillé à la direction des opérations de l'état-major général comme chef de division doctrine et entraînement. Suivons. D'abord, je voulais vous remercier de l'invitation qui m'a été faite de parler de la contribution de la force publique dans la réponse à la COVID-19. C'est un peu comme un retour d'expérience puisque ces faits se sont passés il y a 4 ans et ont terminé presque il y a 2 ans. Je ne peux pas non plus aussi avoir une pensée pour toutes les personnes qui sont décédées pendant cette période tragique. Ça a été une crise humanitaire importante et nos familles ont été effectivement endeuillées. Ce qui me permet de rentrer de plein juin dans votre question sur le rappel du contexte. Il faut dire que lors des premières réunions interministérielles qui se déroulaient sous la conduite du ministère de la Santé, il était apparu nécessaire d'accompagner sécuritairement les actions préventives et de la réponse qui se mettaient en place. Une commission sécurité avait donc été mise en place aux côtés d'autres commissions et qui a évolué avec l'évolution technique de la riposte en tenant compte du principe que les actions sécuritaires de la force publique se mettaient en place dans le cadre du groupe d'anticipation stratégique sous l'impulsion conjointe des 2 ministres de la force publique, le ministre de la Défense nationale, le ministre de la Sécurité. On parle de force publique, on parle de groupe d'anticipation stratégique. Voilà 2 concepts qu'il fallait faire comprendre aux acteurs civils qui étaient responsables principaux de la gestion de la crise pour comprendre les actions de sécurisation qui allaient se mettre en place. La force publique congolaise est synonyme de force de défense et sécurité. Il s'agit de toutes les forces de défense et sécurité qui concourent à la défense et à la sécurité. C'est 3 composantes principales des forces armées congolaises, la gendarmerie nationale, la police nationale. Ces forces, ces composantes ont une subordination ministérielle différente. Les FARC sont subordonnés au ministre de la Défense nationale, la police, la gendarmerie au ministre de la Sécurité de l'Intérieur.
Mais ces forces de défense et de sécurité sont souvent engagées ensemble et travaillent de manière efficace dans le cadre du concept congolais des opérations combinées de police. Lorsque ces opérations sont mises sous commandement de la police nationale et n'engagent pas forcément des actions armées, des opérations combinées de défense aux personnes de territoire, lorsqu'il s'agit de faire face aux actions armées et qui sont sous le commandement des forces armées congolaises. Et donc, la coordination de ces actions conjointes qui se font dans le cadre d'un commandement unique pour accomplir une mission générale unique se font au niveau du groupe d'anticipation stratégique, en sigle GAS. Ce groupe, c'est un organe de concertation, d'aide à la décision, de contrôle et de suivi des actions ou options stratégiques de la force publique qui se mettent en place. Ce groupe est composé de tous les grands patrons de la force publique. Et donc, la commission sécurité qui a été mise en place, servait donc d'interface entre le comité technique de la riposte et le groupe d'anticipation stratégique. C'est pourquoi le groupe d'anticipation stratégique avait responsabilisé le commandant des forces de police en raison de la dominance ordre public des actions à mener comme point focal qui devrait fédérer les autres entités de la force publique. Voilà le contexte de l'époque. Bon, il faut dire que les forces de défense et sécurité sont généralement engagées dans le cadre de 10 hypothèses ou scénarios qui concourent aux missions qui leur sont confiées. Parmi ces 10 hypothèses, il y a l'hypothèse 3 qui traite des catastrophes naturelles, écologiques, technologiques et sanitaires. Il s'agit en fait de venir en appui aux acteurs civils qui ont la responsabilité de mener la crise pour assurer l'ordre public et les secours. Donc c'est principalement sur la base de cette hypothèse que les forces de défense et de sécurité ont été engagées dans cette mission de sécurisation de la riposte. L'organisation de la commission de sécurité qui participait au comité technique, qui était composée un peu à l'image des autres commissions, d'un président qui était le commandant de force de police, d'un vice-président qui était le commandant de la sécurité civile, d'un rapporteur qui était le représentant de l'état-major général des forces armées congolaises en ma personne. Et puis il y avait 3 sous-commissions qui tenaient compte de la spécificité des missions de sécurisation que la force publique devait mener. Une sous-commission opération, une sous-commission documentation, une sous-commission logistique. Et puis il y a l'organisation du dispositif de mise en œuvre des actions sécuritaires de la force publique. Cette organisation tenait compte de 2 niveaux, le niveau central et le niveau territorial. Donc au niveau central, il y avait le groupe d'anticipation stratégique que j'ai indiqué tout à l'heure, qui avait désigné le commandant d'opération comme étant le commandant des forces de police, le chef d'état-major général qui est le coordonnateur du groupe d'anticipation stratégique qui restait le coordonnateur permanent. Et au niveau territorial des départements, il était mis en place des commandements, des groupements mixtes de forces qui étaient composés de toutes les composantes, bien entendu fédérées par principalement les composants de la police. Et sous les commandements, les groupements de forces mixtes, il y avait les dispositifs de sécurisation des sites de quarantaine, des unités de prise en charge, les dispositifs pour pouvoir protéger et escorter les personnels de santé, les dispositifs pour faire appliquer les mesures qui étaient prises par le gouvernement, qui consistaient dans les mesures de couvre-feu, les mesures barrières, etc. Et à côté, en fait, de l'organisation territoriale, il y avait des dispositifs particuliers de surveillance des frontières, notamment maritimes et fluviales.
Voilà un peu l'organisation qui était mise en place à cette période. Les tâches peuvent être catégorisées en 4 points. Il y avait des activités opérationnelles, des actions de participation aux réunions de comités techniques, des actions sociales et d'aide à la population, et puis des actions de sensibilisation et de formation spécifique des personnels de la force publique. Les activités opérationnelles s'appuyaient sur des plans qui étaient montés à chaque étape de la riposte, qui bien entendu se référait au plan national de la riposte qui était élaboré à cette période-là. Parmi ces activités opérationnelles, on peut citer l'élaboration des documents recteurs, qui étaient des plans ou des concepts d'opération, des plans de bouclage des zones de Brazzaville et de Pointe-Noire qui étaient l'épicentre de la maladie, et des instructions particulières pour gérer certaines activités. Il y avait les dispositifs de surveillance des sites de quarantaine, des unités de gestion des malades. Il y avait la mise en place des dispositifs aussi statiques et mobiles qui devaient faire respecter toutes les mesures qui étaient prises par le gouvernement, la fermeture de certains lieux publics comme les boîtes de nuit, le respect des mesures barrières dans les lieux publics, le respect de la distanciation physique. Il y avait des dispositifs particuliers qui renforçaient la surveillance des frontières qui étaient fermées. Il y avait près de 5000 agents de la force publique qui étaient engagés pour exécuter cette mission. Et puis, il y a les actions participatives au comité technique, qui consistaient dans un échange de partage d'informations avec le comité technique, participer à l'élaboration du plan national de la riposte, participer à toutes les réunions auxquelles nous faisons partie. Il y avait des actions sociales et d'aide à la population. Parmi ces actions sociales, il y avait des actions de secours que la sécurité civile menait pendant des périodes importantes de confinement, notamment la période de confinement qui s'est faite à partir du 31 mars jusqu'au 17 mai, si je ne me trompe pas. Près de 4000 personnes ont été secourues pendant cette période et les autres périodes qui ont suivi. Et puis, il y avait des actions, la mise en place d'un hôpital de campagne qui a permis de soulager les hôpitaux civils qui étaient réquisitionnés dans la gestion ou dans les soins apportés aux malades. Et enfin, il y avait des activités de sensibilisation et de formation des personnels de la force publique. Parce qu'il ne faut pas oublier que les personnels de la force publique qui étaient au contact des populations devaient elles-mêmes aussi respecter les mesures barrières. Il fallait les sensibiliser. Mais en raison de la particularité de la pandémie, il fallait cibler des actions de formation pour faire évoluer les modes d'action à mettre en place vis-à-vis de la riposte. Parce que c'était quand même un ennemi invisible et donc il fallait cibler les actions de formation. Voilà, en résumé, les tâches accomplies par la force publique pendant cette période. Pendant cette période, les populations étaient soumises à des contraintes, mais en même temps, ils avaient des besoins légitimes de pouvoir mener des activités économiques pour subsister, de pouvoir se déplacer. Il y avait des interdictions. Et donc, la force publique avait la mission de faire respecter ces mesures, ces méthodes habituelles, mais il fallait tenir compte aussi de ces aspects. Et on a vu le commandant territorial des forces de police de Brazzaville se retrouver dans un endroit public, distribuer les masques ou parler au mégaphone pour pouvoir amener les gens à comprendre la nécessité de ne pas se réunir autour des cercueils ou dans les endroits publics. Donc, c'était là la première leçon, qui était un défi important, concilier la coercition et la pédagogie. Deuxième leçon, peut-être prise dans le cadre de la crise sanitaire que nous avons connue, pouvait entraîner aussi une crise publique qui pouvait déstabiliser les institutions. Donc, il ne faut pas se cacher. Une crise de ce genre, qui est mal gérée, elle entraîne forcément des conséquences sur la sécurité publique et même sur la stabilité des institutions. Cela a été un grand défi, mais cela n'est pas seulement propre à ces situations de crise sanitaire.
c'est propre aussi à d'autres situations comme la gestion des opérations humanitaires, où une opération humanitaire qui est mal gérée peut être source d'insécurité publique ou d'instabilité. C'est ce qui justifie d'ailleurs que les autorités de la force publique s'impliquent toujours dans la gestion de ces crises parce qu'ils ont la panache de pouvoir être les gardiens de l'ordre public. Et une troisième leçon qui est la nécessité de travailler ensemble. La nécessité de travailler ensemble, elle était évidente d'abord pour les composants de la force publique, qui sont des composantes différentes avec des missions spécifiques, mais qui dans les opérations qu'on menait sont censées coopérer et travailler ensemble. Et il y a la nécessité de travailler ensemble entre les acteurs civils et les acteurs militaires, entre guillemets. C'était une grande expérience de pouvoir dépasser le clivage de l'antipathie que certains civils ont vis-à-vis des forces en armes pour être capable de comprendre la nécessité d'être à leur côté. Parce que sans oublier, cette crise a certainement mis en place une réponse qu'on peut appeler une approche globale, où tous les acteurs devaient travailler ensemble. Et cette notion de coordination et de coordination, de coopération et de coordination entre les acteurs civils, elle est valable partout. Nous la voyons aujourd'hui dans le cas du concept congolais de l'action d'État en mer et dans les zones continentales, où tous les acteurs qui concourent à la mer travaillent ensemble avec les militaires, dans le cadre du mécanisme humanitaire qui se met en place aujourd'hui. Voilà les leçons, sans être exhaustif, que je peux mettre à votre disposition, qu'on peut tirer dans le cadre de cette... Je voulais me permettre de rendre un hommage particulier, respectueusement, à tous les acteurs qui ont contribué à la gestion de cette crise. Vous l'avez dit dans l'introduction, en commençant par le niveau stratégique politique, qui était chapeauté par la coordination nationale, où le président de la République s'est impliqué dans cette crise, le niveau opérationnel avec le comité technique, où des acteurs de la santé et les autres acteurs d'autres entités ont participé à la riposte. Il y avait le niveau tactique, toutes les personnes au contact des malades qui ont donné leur dévolution, leur volonté dans la résolution de la crise. Et je voulais rendre un hommage particulier à mes autorités hiérarchiques, notamment les deux ministres en charge de la défense et de l'intérieur, le chef d'état-major général qui est le coordonnateur du GAS et tous les membres du GAS qui se sont impliqués dans cette crise. Un hommage particulier à mon chef à l'époque, qui était le général Osseli, qui m'a encadré dans la mission qui était la mienne comme rapporteur de la commission de sécurité. Et puis les autorités de commandement de la police qui se sont effectivement montrées à la hauteur de la mission qui était confiée à la force publique et le commandement de la sécurité civile avec lequel nous avons aussi travaillé dans le cadre des secours. Dans le cadre de ces missions régaliennes, la sécurité civile, au travers le commandement de la défense civile, intervient sur les catastrophes de toute nature et de toute origine, comme la pandémie de Covid-19. Le colonel de police Alphonse Bonazewi, responsable de cette structure près le commandement de la sécurité civile, nous édifie. La sécurité civile, à travers son commandement de la défense civile, participe à la gestion de catastrophes, qui est l'une de ses missions principales. Et vous savez que c'est même un acteur majeur dans la chaîne, la réponse qui convient d'apporter quand il s'agit d'une catastrophe quelconque venant des risques variés et diversifiés. Et la sécurité civile, dans le contexte de Covid-19, a dû constater que la Covid-19 était l'un des événements majeurs et qui sont rangés parmi les catastrophes d'origine sanitaire. Dans ces conditions-là, nous avons mis en œuvre nos missions, principalement ce qui concerne les missions de protection de personnes, de leurs biens et de l'environnement globalement. Et tout cela à travers une politique d'information, d'alerte à des populations et qui soit de nature à assurer une prévention
contre cette menace qui était mondiale, mais qui s'est fait localiser au niveau de notre pays. Vous savez également que dans ces conditions-là, une chaîne des acteurs est mise en œuvre et c'est pourquoi vous avez dû constater sur le volet de nos dimensions que nous avons l'habitude de déployer, notamment la dimension sanitaire et la dimension secours d'urgence en général. Ces deux dimensions ont été mises en œuvre de façon que notre rôle soit identifié même en première ligne. Vous avez dû constater également avec moi que au niveau de notre pays, nous nous sommes fait identifier sur le théâtre au point de pouvoir constituer un élément de prise en charge en première ligne des populations. Donc, ce n'est donc pas d'une façon hasardeuse que nous sommes retrouvés dans cette réponse, mais bien parce que nos missions nous amenaient, à travers le commandement de la défense civile, comme je viens de dire, à pouvoir être un des acteurs qui était attendu à la réponse. Malgré la mise en alerte de tous les pays par l'Organisation mondiale de la santé en date du 23 janvier 2020, la COVID-19 qui continuait à sévir à travers la planète par sa propagation rapide et avait déjà atteint plus de 100 pays dans le monde, dont 4 pays africains, n'avait pas épargné le Congo où le nombre des victimes allait malheureusement croissant. Ce qui justifiait donc la prise d'une série de mesures, parmi lesquelles les restrictions d'un certain nombre de libertés des populations et dans plusieurs secteurs d'activité. Ayant pris en toute responsabilité l'ampleur de la situation, la force publique, sur instruction du général de division Guy Blanchard Okoye, chef d'état-major général des forces armées congolaises, coordonnateur du groupe d'anticipation stratégique GAS, avait ordonné des conférences de sensibilisation sur les mesures préventives contre la maladie à l'endroit des hommes en uniforme, afin de les y préparer et les en prévenir. Nous nous sommes engagés dans une guerre contre le coronavirus. Une guerre qui peut sembler difficile, mais si nous sommes unis, si nous sommes organisés et surtout si nous sommes disciplinés, c'est une guerre que nous gagnerons et que nous devons gagner. Pourquoi? Parce que déjà, nous connaissons le mode d'action du virus, comment il agit, comment il nous attaque. On dit que c'est un ennemi invisible. Nous, dans nos formations respectives, on nous a enseigné plusieurs tactiques de guerre. Éviter un ennemi, c'est aussi une victoire. Contourner un ennemi, c'est une victoire. Alors que celui-là, nous savons qu'il est redoutable. Donc, on ne va peut-être pas l'affronter brutalement. On va trouver une stratégie qui va consister à l'éviter. Nous connaissons quels sont les symptômes, quels sont les signes que porte une personne contaminée ou infectée par ce virus. Des maux de tête, une fièvre, c'est-à-dire une montée de température, un écoulement nasal, c'est-à-dire qu'il a le nez qui coule, une fatigue généralisée, une toux, c'est-à-dire il tousse. Il y a un signe qui est particulier au Covid-19. C'est lequel? La détresse respiratoire. C'est une complication qui fait de ce virus un virus redoutable. Et dans notre culture, quand le nez coule, chacun de nous l'a fait et continue à le faire, on prend simplement son mouchoir à jeter ou un mouchoir habituel, on s'essuie le nez. Donc, quand nous saluons un proche, en lui tendant la main, nous lui avons donné gratuitement les virus que nous avons pris en s'essuyant le nez. Une personne contaminée peut présenter une toux, évidemment. Quand il tousse ou quand on éternue, on lui a tout jeté.
Ensuite, comment on peut se contaminer encore? Nous qui aimons les crudités, on va au marché, on achète un avocat, on achète la banane. Si cette banane ou cet avocat a été manipulé par une personne contaminée, évidemment, quand nous achetons ces aliments, on les amène chez nous, nous avons amené les virus chez nous. Quelles sont les stratégies que nous allons élaborer ou que nous allons respecter pour limiter la contamination? Au 1, puisque le virus est dans nos mains, quand nous saluons, on transmet le virus à un voisin. Alors, le plus simplement possible, c'est éviter de saluer, c'est éviter de tendre la main à quelqu'un. On nous interdit de nous embrasser. Évitons d'être côte à côte, puisque nous ne savons pas d'où nous venons, où nous partons, qu'est-ce que nous avons tenu, qu'est-ce que nous avons touché, qu'est-ce qu'on va faire le plus simplement possible, se laver les mains. Ces rencontres avaient permis aux experts d'exposer sur la question à travers plusieurs méthodes occasionnant des séquences de questions-réponses et suggestions dans les unités, y compris celles de la sécurité civile. Avant qu'on soit déployé sur le terrain, nous avons subi une formation. Pendant la formation, nous avons étudié toutes les stratégies d'approche et de protection des victimes. Donc, pour nous, nous avons été déjà édifiés comment procéder devant une personne qui est soit atteinte ou une personne qui n'est pas atteinte. Au début, on avait d'abord peur parce que cette maladie, les symptômes de cette maladie étaient similaires aux symptômes d'autres maladies. Mais comme nous étions déjà édifiés et équipés, et les atouts d'aller sur le terrain, les cours se passaient dans cette salle, l'amphithéâtre du siège du commandement de la sécurité civile. C'était dans cette salle. Il y avait 3 médecins qui nous donnaient cours et nous étions nombreux dans cette salle. Il fallait poser beaucoup de questions pour comprendre la dangerosité de cette maladie. Au regard de l'augmentation exponentielle et inquiétante du nombre de malades au Congo dû au non-respect des mesures barrières, le commandement de la sécurité civile avait pour sa part le 28 décembre 2020 lancé une campagne de sensibilisation à la population sur les gestes barrières au travers des véhicules équipés de moyens de sonorisation qui sillonnaient les artères principales, secondaires et les lieux à forte affluence des grandes villes. Cette campagne réalisée en 3 langues, en l'occurrence le français, le Kituba et le Lingala, venait à point nommé pour rappeler les populations à leurs responsabilités individuelles et collectives. La sensibilisation s'est déroulée en 3 étapes. La première étape était celle qui devait emmener les populations au respect des mesures barrières édictées par les autorités. La deuxième étape, nous sommes allés vers les sportifs parce que le sport collectif avait été interdit à un moment. Il fallait donc aller auprès des sportifs pour leur rappeler au respect scrupuleux de la distanciation sociale. Et la troisième étape, lors de la campagne de vaccination, où il fallait encourager les populations à aller se faire vacciner. Au regard des mesures restrictives prises par le gouvernement, le personnel médical du commandement de la sécurité civile a été déployé pour le secours à victimes, l'assistance à personnes, ainsi que la prise en charge des malades dans les sites de quarantaine. Suivant. Depuis le 31 mars 2020, la mise en œuvre de l'état d'urgence sanitaire dans le pays, assortie des mesures de confinement et de couvre-feu, avait restreint considérablement les possibilités de déplacement motorisé de la population, avec comme conséquence immédiate
L'augmentation exponentielle des demandes de secours et assistance à travers le numéro d'urgence 118 du commandement de la sécurité civile, alors Direction générale. Il en résultait une sursollicitation des ambulances qui intervenaient en continu de jour comme de nuit. Le centre de traitement d'alerte était inondé. Inondé dans la présentation des BRQ. Parce que chaque jour, on recevait des appels au-delà et au-delà, parfois dans des nombres illimités. Et les BRQ, parce que quand chaque matin, de partir de 6h jusqu'à 8h, on faisait les BRQ au-delà de 39. Il y a eu des temps où on faisait 59 BRQ, parfois ça descend, parfois ça augmente. Et les appels farfelus, c'était vraiment de heure en heure. Parce qu'à tout moment, on ne pouvait pas être libre. Il y a eu même à l'époque notre colonel à la retraite, le colonel Kinzonzolo. Il venait même travailler la nuit parce qu'il pouvait rester là jusqu'à la nuit pour contrôler et organiser les appels parce que les opérateurs étaient dans des capacités de prendre note. Parce qu'il y en avait assez. Et à l'époque, nous, on faisait les BRQ en manuscrit. Parce que faire la rédaction des BRQ de 39, 59, 60 BRQ en manuscrit, et on était qu'à 3, il y avait le colonel Kinzonzolo, il y avait le lieutenant Mayuke, et moi, à l'époque, j'étais encore adjudant. Donc, faire les BRQ en manuscrit, au-delà de 50, c'était vraiment un travail parce qu'on arrivait à 8h, 8h, 9h, et jusqu'à 14h, le temps où le bus nous prenait pour partir, c'était très, très, très difficile. Ainsi, plusieurs personnes ont été secourues, assistées et transportées vers les hôpitaux, dont les ambulances de la sécurité civile au niveau national, parmi lesquelles plus de 1000 femmes enceintes, dont 40 ayant accouché dans les ambulances. Nous sommes en période de confinement ajouté au couvre-feu. Donc autour de minuit, nous avions donc constaté que l'heure du travail avait commencé, donc les contractions auprès de mon épouse. Et j'ai donc pensé appeler les sapeurs-pompiers, donc le 118, et qui malheureusement ne passait pas. Et je suis passé par le 117, qui à son tour a joint le 118. Et du coup, vraiment ce que j'apprécie, c'est la rapidité, la promptitude. Parce qu'ils m'ont demandé juste de me mettre sur la voie publique, à l'endroit indiqué. Et quand je suis sorti, juste quelques minutes, les sapeurs-pompiers étaient déjà là. Et ils m'ont pris, nous sommes allés à la maison. Les choses se sont bien tournées parce que l'équipe des sapeurs-pompiers, comme vous pouvez le constater, il y a tout dedans. Donc, c'est un personnel formé et naturellement adéquat à cela. Et quand nous sommes arrivés, l'un d'eux, donc celui qui était le chargé donc certainement de la maternité, a compris que ma femme ne pouvait pas passer trop de temps à la maison ou en chemin parce qu'elle risquerait de mettre au monde en cours de route. Il a dit non, 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 je pense que l'heure est arrivée pour que tu mettes au monde, donc ne crains rien. Bon, mais vous savez, on était un peu hésitant et particulièrement mon épouse ne lui faisait pas confiance. Mais ce qui est bien, c'est que le monsieur a pris du temps pour mettre ma femme en confiance. Il lui a dit, ne crains rien, tu vas accoucher normalement. Et je peux vous rassurer que ça s'est très bien passé. J'ai des images, comprenez que c'est l'intimité de mon épouse, c'est dans ce sens que je n'ai pas voulu publier. Sinon, ça s'est très bien passé, il s'est bien occupé de mon épouse. Et ça m'a permis moi-même d'ailleurs d'assister à l'accouchement de mon bébé parce que j'avais tant souhaité moi-même participer, assister. Donc, il a fait comme je le suis à la télé. Donc, je suis souvent baby boom avec mon épouse. Et j'ai vu comme ça se passe sous d'autres cieux, donc en France. Et j'ai vu comment le monsieur a fait, en train de la mettre en confiance, de la toucher, vas-y, c'est pas grave et tout. Donc, ça se passait tellement bien. Et du coup, en quelques fractions de secondes, ma femme a mis au monde et sans déchirure, sans rien, il a nettoyé mon épouse. Et quand il a fini, c'est seulement quand il a fini que nous avons pensé en réalité rejoindre l'hôpital Blanche Gomez. Donc c'est juste pour, comme qui dirait,
une observation. Donc nous sommes venus en observation, mais tout le travail, tout l'accouchement s'est passé devant chez moi dans l'ambulance. L'un des cas mémorables est celui de 2 jumelles nées séparément, l'une dans l'ambulance pendant le transport et l'autre à l'hôpital, mère-enfant Blanche Gomez. Ces actes médicaux préhospitaliers avaient été accomplis avec beaucoup de professionnalisme et de promptitude par les médecins et infirmiers de la sécurité civile qui, à cette période, n'avaient enregistré aucun cas de décès parmi les patients. Il est de signaler que ces demandes innombrables de secours se sont réalisées grâce à la forte volonté du ministre de l'Intérieur et la décentralisation et du développement local qui avait en visionnaire pris l'option de déconcentrer et de décentraliser les centres de secours des sapeurs-pompiers. Il convient aussi d'ajouter que dans le cadre de la solidarité et de la cohésion gouvernementale, le ministre en charge de la sécurité, Raymond Zéphirin Moulou, avait mis à disposition et à demeure pendant la pandémie 2 ambulances pour le recueil des personnes suspectées de Covid-19 et un véhicule de liaison de la sécurité civile pour le transport des médecins du ministère de la Santé et de la Population. Par ailleurs, dans les différents sites de quarantaine sélectionnés à travers le pays, un nombre important de personnels médicaux de la sécurité civile y avait été placé à demeure pour la prise en charge des malades. Si vous avez un test Covid-19 qui est positif, à ce moment-là, vous êtes orienté vers un site de prise en charge. Et le traitement initialement durait 2 semaines. Donc pendant les 2 semaines, vous êtes pris en charge jusqu'à ce qu'on vous refasse un nouveau test de contrôle. Dans ces sites, nous avions travaillé, nous avons pris en charge les malades, nous avons apporté également une assistance psychologique. Vous savez que ces gens étaient fragiles, donc il fallait une assistance psychologique et une assistance médicale. Après leur sortie des sites de prise en charge, effectivement, il y avait un suivi. Nous avions toujours un contact permanent avec ces gens-là. Donc, de temps à autre, ils pouvaient nous appeler. Et en dehors de ceux qui étaient dans les sites de quarantaine, nous avions également pris en charge les malades ambulatoires. Donc, ceux qui étaient dans leur maison et ceux qui venaient pour prendre les produits, nous les suivons jusque dans leur demeure et nous les apportions une assistance psychologique. De façon globale, on va dire que ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé du début jusqu'à la fin de la pandémie, donc depuis les sites de quarantaine jusqu'à la gestion des malades en ambulatoire. Et ça s'est bien passé avec les malades. Toujours dans le cadre de la prévention et de la lutte contre la pandémie de Covid-19, la sécurité civile avait procédé au remplissage des cubitennaires dans les écoles, la couverture des examens d'État ainsi qu'au nettoyage des entrepôts. Suivant ce reportage. Conformément au décret numéro 2020-147 du 11 juin 2020, une unité de gestion des produits et matériels de lutte contre la pandémie de Covid-19 avait été créée. Placée sous la supervision du ministère en charge de la Défense nationale, celui-ci avait pour mission de réceptionner les produits et matériels de lutte contre le Covid-19, la vérification de la conformité aux commandes initiales des produits et matériels réceptionnés, l'entreposage des produits et matériels dans des locaux appropriés et sécurisés, la mise à disposition des produits et matériels à leurs destinataires en fonction de la répartition faite par le ministère de la Santé et de la Population. Afin de permettre le stockage des produits et matériels dans des conditions appropriées, les services de la sécurité civile ont été réquisitionnés pour effectuer une visite de prévention, la mise en place de matériel de lutte contre l'incendie et l'assainissement à grande eau de cet entrepôt. En cette période, des dispositions exceptionnelles avaient été prises lors du déroulement des examens d'État session 2020 à travers la mise en œuvre des mesures sanitaires édictées par le gouvernement depuis l'entrée en vigueur de l'état d'urgence sanitaire, permettant ainsi aux candidats et au personnel impliqués d'observer scrupuleusement les gestes barrières, parmi lesquels le lavage des mains. Aussi, à la faveur d'une mutualisation des efforts avec les experts des ministères des enseignements généraux et techniques, les services de la sécurité civile avaient procédé au remplissage en eau potable des cubitennaires installés dans les écoles lors de la reprise des cours avec les élèves en classe d'examen, puis dans les différents centres d'examen d'État. La détermination du gouvernement d'organiser absolument ces examens d'État avait obligé l'actuel Premier ministre
alors ministre en charge de l'enseignement général, de se rendre personnellement à la caserne des sapeurs-pompiers du centre-ville de Brazzaville pour s'assurer de la garantie de l'approvisionnement en eau des établissements scolaires concernés. Notons qu'au total, 303 200 litres d'eau ont été livrés à cette occasion par la sécurité civile. Au plan de la prise en charge sanitaire, 4 653 cas, tout examen confondu, avaient été gérés par le personnel de santé de la sécurité civile. Comme espoir d'une sortie de la crise sanitaire afin de lutter contre la propagation de la pandémie et de passer au déconfinement, le siège du commandement de la sécurité civile a été retenu parmi les sites de vaccination au profit des agents de la police nationale basée à Brazzaville du 25 mars au 31 décembre 2021. Il s'y est de relever que d'autres agents de la force publique et les civils y ont été pris en charge. Les détails dans ce commentaire. Par rapport au contexte contraignant imposé par la pandémie, l'humanité tout entière, au travers des décideurs, s'était mobilisée pour la sauvegarde des vies humaines contre cette maladie virale. La découverte du vaccin avait permis aux gouvernants de lancer la vaccination des populations. C'est dans cette optique qu'en République du Congo, le gouvernement, dans le souci de préserver la vie des populations, avait tenu à rendre effective la vaccination. Ainsi, pour abriter cette activité, plusieurs sites de vaccination avaient été retenus, parmi lesquels 3 dans la ville capitale, en l'occurrence l'hôpital central des armées Pierre Mobengo, la clinique de la garde républicaine et le centre de secours principal des sapeurs-pompiers du centre-ville de Brazzaville, où dans la période allant du 25 mars 2021 au 8 septembre 2022, 12 872 personnes, dont 5 127 civils, ont été vaccinées. Le commandement de la sécurité civile a, le vendredi 29 mars 2024, à son siège, reçu les parents et les enfants nés dans les ambulances de la sécurité civile de Brazzaville pendant la période de l'état d'urgence sanitaire. Suivant ces témoignages. Cela est passé dans l'ambulance. Parce qu'ici au centre de santé, il m'avait déjà transféré d'y aller à Makele-Kele. Malheureusement, la sage Ngimi m'a demandé est-ce qu'on va continuer le chemin ou quoi. Moi j'ai dit non, comme le cas est maintenant comme ça, donc là, vous pouvez me remettre là où vous m'avez pris. Dans tout cela, je rends toujours grâce à mon bon Dieu parce qu'il m'a fait rentrer dans l'ambulance. Nous sommes partis à au moins à 5 ou à 10 mètres, peut-être c'est trop loin. Arrivé là-bas, j'ai dit que je me sens mal à l'aise, que je veux mettre au monde. L'infirmière, le sapeur-pompier, elle a mis ses gants, on a arrêté l'ambulance. Donc vraiment, dans tout ce qu'ils ont fait, je rends grâce aux sapeurs-pompiers, que le bon Dieu vous donne encore la grâce de refaire aussi, peut-être un jour à l'autre. Il y a aussi mes amis qui sont restés là pour que vous les aidez.
Merci infiniment. Tout d'abord pour vous remercier le sapeur-pompier qui nous a secouru le moment difficile. Le moment à laquelle il n'y avait pas le véhicule, rien ne tournait. Donc on était réveillé à 3 h du matin. Madame voulait partir à l'hôpital. Donc vraiment, grâce à votre intervention, vraiment, ça a été tellement rapide. Madame aussi a fini de coucher dans le véhicule. Et voilà la raison pour laquelle nous sommes là, pour vous remercier une fois de plus. Et remercier le général de la sapeur-pompier, remercier toute l'équipe qui nous a secouru ces mêmes jours-là. Merci beaucoup. Oui, parce que le général, il y a sapeur-pompier Motati ko benga biso, aiko jobso nandako, vraiment, il faut remercier parce que je vois que botama ya mwana o yaki na moment difficile, mais vraiment qui grave, ba vécu ba ko circuler te, parce que bota esalaki rapidement tant to bengi numéro ya sapeur-pompier. Et il peut que tu as na voiture et à l'hôpital vraiment quelques années après tu allais surprendre ba bengi so kasi soki likambo tant to komi awa o vraiment to moni awa nzambo to apa mola général ela kitwana matondo mamingi nitavutula nguria bala babu kabuta mwana wa mebu kabuta kanturaza aba uche mapasa kabuta après tutatala kwa mapasa mabutukiri Mema fieti kamera na kiloko gramme quasi nani babingita super pompe ni bukaji kuba bonga kuna muntini nantini ni bayiza nabo ku Blanche Gomez ni baba Savakiye koko ni baba Buka ka malgré tata waji vitu kuba bonga wasa assassiner de charge donc kaba bonga ni kaba karisa tavutu kwenda kutalangai. Donc nous koba yebela kumwatu couveuse après nitaduka nguri bien kwa atashisa yo ku l'hôpital mais buna kwa buka duka ka yetula mzo ya bakala le même jour inata seka muna nguri ishiri trouble chibwa nguri ku trouble kwa yena bala baka ba ye mama beniko nimekwa anko basanchi donc mpashi donc bingeno ta camion bila yo kujibonga abantu ngari bobo babanata babiko kubasa kukuvezo ni babanata koko ni bajibinga kubabonga ni tabanata camion nishiza mbwaki bayinji donc vraiment matondo mamingi nitavutula unkuta babwingi ubele nani mebunturi liku jimona pe bantu pe sai ya yingi donc buni kala toka kala tondele kwani bika tata nzambi ke kutusa kumuni beto bansoni bala mumpashi kwa batakwe santu kiri mpashi tata wakariri pe bala kento peka bukisa kandi uko kento ni kwemekwa ubanguri donc bala wakala bala ni bakaka ni mekwa an kweshirangane anje nampe na saluko nguri ababuta deja seka ka une semaine kataja kataduka kumpashi donc mpashi tatara fara nguri kanje nana muntu ko chingari muntu kunsanza mpashi zenana. Comme la plupart des Congolais, j'ai été atteint du coronavirus. Coronavirus qui m'a précipité à Léono, où j'ai été hospitalisé pendant 2 semaines. À Léono, j'ai développé une détresse respiratoire, donc j'ai fait la forme respiratoire du Covid-19 et j'ai été sous oxygène pendant une dizaine de jours. Mais dans la dégradation de mon état, je me suis retrouvé dans le coma. J'ai eu beaucoup de chance puisque j'ai pu émerger et revenir à la vie. Mais c'est beaucoup de souffrance parce qu'on est seul quand on a cette maladie-là. On est isolé, on ne voit personne. À la solitude se mêle la fatigue, une très très grande fatigue. On ne peut même plus se lever. C'est extrêmement complexe comme maladie. Alors, c'est cette grande souffrance et puis ce que j'ai vécu de l'autre côté. Parce qu'en fait, je me suis retrouvé, quand j'étais dans le coma, dans un autre monde. Le monde des hommes et des femmes qui sont morts. Parce que j'ai retrouvé mon père, qui était un vieillard. J'ai retrouvé ma mère. C'est grâce à elle d'ailleurs que je suis revenu à la vie, puisqu'elle m'a chassé de ce petit village-là. J'étais tellement fatigué que je voulais y passer la nuit. Elle m'a dit, si tu ne dégages pas d'ici maintenant, là, je vais demander qu'on te fusille. Et curieusement, je me suis réveillé.
Donc il y a eu ce déclic-là. C'est quelque chose de très très bizarre. Mais en tout cas, j'ai vu les miens qui étaient déjà morts. Dieu merci, j'avais eu la chance d'avoir été pendant 14 ans sans discontinuer le directeur de l'EYONO. Donc le personnel qui était là-bas, qui travaillait, me connaissait. Donc le peu de bouteilles d'oxygène qu'on avait, le peu de bonbons d'oxygène qu'on avait, on me les apportait, heureusement. Heureusement, parce qu'il n'y en avait pas beaucoup. Et c'est grâce à ce personnel de l'EYONO que je suis encore en vie. Les infectiologues aujourd'hui ont l'expérience du Covid, puisque c'est une maladie qui était une nouvelle maladie que personne ne connaissait. Aujourd'hui, la prise en charge a beaucoup évolué. Donc, on prend de mieux en mieux en charge les patients atteints de Covid. Mais il ne faut pas dire que le Covid a disparu, parce que ça peut toujours revenir. Hein? Mais sauf qu'il ne faut pas s'affoler. Il faut raison garder, trouver les moyens de contenir la maladie, ne pas s'affoler. Pour terminer cette série de rappels, force est de constater que le gouvernement de la République, sous la très haute autorité de son Excellence Denis Sassou Nguesso, a géré en toute responsabilité cette crise sanitaire en évitant le chaos prédit pour l'Afrique par certaines langues. L'extrait qui va suivre en est une illustration. Mes chers compatriotes, la pandémie de Covid-19 résiste encore et sévit à travers quelques nouveaux variants identifiés çà et là dans le monde. L'allègement des mesures de lutte contre ce péril au Congo, objectivement légitimé par les progrès sensibles accomplis en termes de prévention et de traitement, ainsi que les résultats encourageants obtenus, ne saurait justifier toute forme d'insouciance et d'irresponsabilité devant ce fléau. La vigilance doit demeurer de mise. Cette même vigilance qui nous a permis, depuis l'apparition de la pandémie, d'échapper à l'apocalypse annoncé par les prophètes de malheur. C'est le prix de notre survie collective. Comme la pandémie de Covid-19, nous espérons avoir dans les années prochaines la victoire sur le VIH-Sida. Mesdames et messieurs, c'est par là que nous mettons fin à ce numéro spécial Covid-19. Et nous espérons retrouver très prochainement le médecin capitaine de police Gassélé Daniela Gloire ainsi que le brigadier chef Oromba Donald. Supervision, commandement de la sécurité civile, prise de vue Georges Lamassamba, réalisation Emar Bouka. Bonne suite de programme sur Télé Congo.